Eh bien bonjour, donc on est réunis aujourd'hui pour parler des charges de copropriété et de voir si ces charges ont tendance à augmenter lors de la mise en copropriété des immeubles sociaux. Donc en effet, les acteurs de l'habitat social ont une nouvelle mission depuis quelques années, faciliter l'accession à la propriété pour leurs locataires. Et puis cette revente de logements leur permet également de financer le développement de nouveaux projets. Quand il y a vente d'un lot dans un immeuble social, alors cet immeuble change de statut et devient une copropriété. Il est donc soumis à une nouvelle réglementation, il a de nouveaux besoins, il peut avoir une évolution de son mode de gestion. Donc on va voir aujourd'hui comment tous ces changements impactent le niveau de charge de ces immeubles. Et c'est une préoccupation forte en ce moment, évidemment pour des raisons que l'on connaît tous avec l'actualité, beaucoup d'inflation, donc tout augmente, hein, ma pauvre dame. Et puis encore plus avec l'énergie, où là, plus personne ne contrôle rien. Et puis quand on connaît la sensibilité au pouvoir d'achat des habitants des immeubles sociaux, évidemment, ça en fait un sujet de préoccupation majeur pour tous les acteurs de l'immobilier social. Donc j'ai réuni autour de cette table ronde plusieurs acteurs experts du sujet pour en discuter avec nous. Christelle, je te laisse te présenter dans un premier temps. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Guichier-Pertin, je suis responsable de département accession sociale, vente HLM, copropriété et syndic à la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'USH. Merci Christelle de ta présence. Tu vas pouvoir bien nous aiguiller un peu sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des bailleurs et comment ils appréhendent un peu tout ça. Maxime, s'il te plaît. Oui, bonjour Corentin. Merci de me qualifier d'expert d'abord en la matière. Donc Maxime Dumontet, je représente la coopérative Ronson Habitat et j'assure pour la coopérative la gestion de tous les métiers de la gestion, donc du syndic de copropriété et de la gestion locative, administration bien classique et surtout locative bailleur social, puisque nous sommes également bailleur social. Et donc ça me permet de faire le lien avec Dominique, avec qui tu as un partenariat et qui va nous l'expliquer tout à l'heure. Absolument. Donc Dominique Vinclair, Est Métropole Habitat. Moi je suis responsable vente et copropriété. Donc j'anime l'ensemble des copropriétés que nous avons dans notre patrimoine et le service vente qui met en vente donc nos logements dans nos immeubles. Donc on est un bailleur social qui dépend de la métropole. On gère 16 000 logements et les copropriétés chez nous représentent 135 copropriétés et à peu près 2600 logements. Voilà. Répartis entre des biens que l'on vend et des biens que l'on achète à des constructeurs. Et donc, avant de parler de ce partenariat avec Maxime et Ronson Habitat, est-ce que tu peux nous donner un peu une vision sur l'accroissement de ce sujet-là, du nombre de lots gérés en copropriété pour Est Métropole Habitat? Alors, au niveau de l'accroissement, chaque année, on met un certain nombre on choisit un certain nombre de résidences qu'on met en vente. Ce sont souvent nos immeubles qui sont déjà amortis, on va se le dire. Donc, plusieurs réhabilitations et on les propose à la vente, la métropole les valide et on les propose donc à l'achat à nos locataires. Le but, c'est que nos locataires aient un parcours résidentiel positif, qu'ils puissent acheter leur logement en faisant un investissement et puis donc en évoluant dans leur lieu de vie et en accompagnant leur parcours résidentiel. Voilà. Donc là, actuellement, on a 25 résidences qui sont en vente sur notre patrimoine, ce qui représente 1500 logements à peu près. Voilà, certaines qui ont été vendues commencé à être vendues il y a plus de 10 ans et là on en met encore 3 nouvelles cette année en vente dans différents secteurs, sur 3 communes différentes. Voilà. Et fait marquant en fait, donc là on aborde ici le sujet surtout des immeubles sociaux qui basculent en copropriété, non pas des copropriétés de fait quand vous achetez en bloc. Fait marquant aussi, c'est sur les acquéreurs en fait, qui ne sont pas forcément toujours d'anciens locataires. Alors on a à peu près... sur l'année 2021, c'était le cas. En tout cas, on a la moitié de nos logements qui sont achetés par des locataires issus du logement social, soit de chez nous, de l'ensemble de notre part, soit d'autres bailleurs sociaux. C'est aussi une possibilité. Et le reste, c'est du diffus. Ce sont des acquéreurs de l'extérieur. Ça peut être aussi des ayants droit. Les enfants ont un droit aussi pour acheter le logement, ou des occupants. Mais quand même, pour la moitié, ce sont les locataires. Donc c'est important de le dire, puisque... le but, c'était bien ça, c'était de permettre à nos locataires d'accéder à la propriété et à l'achat. Donc, c'est quand même une tendance forte. On va voir dans les mois qui viennent si ça continue, puisque les évolutions des coûts et des taux d'intérêt risquent de malheureusement freiner les choses. Et Maxime, tu vas peut-être pouvoir commenter ça, c'est que j'imagine qu'on a une différence de comportement, ou en tout cas de contexte, lorsque la vente se fait à des personnes qui étaient déjà locataires et peut-être déjà impliquées aussi dans la gestion de l'immeuble, qui basculent du coup conseillers syndicaux et par rapport à des personnes qui viendraient de l'extérieur.
Ah oui, complètement. Ça n'a rien à voir. La précision, c'est de dire que tout d'abord, on se situe dans le cadre spécifique de la vente HLM. Ça, c'est important. Ça veut dire que le bailleur ancien monopropriétaire propose en priorité aux locataires de la résidence l'acquisition de son logement et puis après ouvre le cas échéant aux autres locataires de son parc locatif. On va se retrouver effectivement du coup avec une copropriété naissante, existante, j'ai envie de dire, mais naissante, avec une mixité d'occupation. Et c'est important de le préciser, c'est-à-dire une partie de locataires qui vont pouvoir accéder à la propriété et une partie de locataires qui ne vont pas pouvoir. Une partie de locataires qui ne sont pas issus de la résidence, mais qui ont pu accéder à la propriété dans cette résidence du parc social, en l'occurrence d'Est Métropole Habitat. Donc on crée une mixité qui n'existait pas avant, c'est une mixité d'occupation. Et c'est important de dire qu'effectivement, on n'a pas la même acculturation à la copropriété d'un ancien locataire, de quelqu'un qui a passé 10 ans dans un environnement locatif social et qui n'est pas effectivement confronté. Alors, j'aime à dire que c'est les responsabilités du propriétaire. Et tout le rôle du syndic, en tout cas dans le cadre de la vente HLM, du syndic social, du syndic solidaire, on les appelle plutôt solidaires, on aime bien plutôt avoir cette démarche-là, c'est justement qu'ils s'approprient le plus vite possible ces notions, ces responsabilités et cette autonomie, en fait. Et cette autonomie. Et ça, c'est important, l'autonomie en copropriété. Bien sûr. Et oui, donc en effet, c'est des choses auxquelles il faut bien penser quand on récupère un immeuble qui bascule en copropriété. C'est d'où viennent les gens, les nouveaux copropriétaires finalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant? Est-ce qu'ils ont une histoire avec l'immeuble ou par ailleurs? Parce que ça a sûrement une incidence dans la gestion. Du coup, Dominique, quand un immeuble bascule en copropriété, on a deux solutions. Soit le bailleur social devient lui-même syndic, soit il a recours à un partenariat. Comment ça s'est fait chez Tout à fait. Alors, historiquement, chez Est Métropole Habitat, on a fait le choix de ne pas avoir de service syndic. On n'a jamais été syndic. On pouvait être syndic de droit. On l'a été à un moment donné en transférant le mandat auprès de Ronson Habitat. Mais en tout cas, on n'a jamais fait le choix d'être syndic en direct. Donc, de manière naturelle, parce qu'on a un GIE au sein de Est Métropole Habitat, dont fait partie Est Métropole Habitat, mais Ronson Habitat également. C'est donc Ronson Habitat qui est notre partenaire privilégié pour prendre le mandat de syndic. C'est un professionnel, il connaît son métier et on trouvait ça plus logique et puis normal de travailler avec lui. Et c'est ce qui se passe, et ça se passe très bien. Donc, on lui confie le mandat. Donc nous, on reste propriétaire, on devient propriétaire comme un autre dès la vente du premier logement. On est très présent en général pendant les premières années, puisque au fur et à mesure que les lots se vendent, on essaie un peu de se mettre en retrait. Mais on reste de toute façon copropriétaire dès la première vente et on fait parfois même partie du conseil syndical au début. Voilà. Mais on travaille en partenariat avec le syndic. Et on parlait d'acculturation, c'est ce qui est aussi un petit peu difficile parce qu'on essaie de faire comprendre parfois à des locataires qu'on a croisés en tant que locataires qu'on est tous dans le même rôle de copropriétaire et qu'on est là pour accompagner la copropriété. C'est là où c'est pas toujours aisé. Ça dépend des immeubles. Voilà. J'interviens juste pour dire que oui, et je pense que c'est un copropriétaire à part entière, le bailleur social dans une copropriété en vente HLM, qui va s'effacer au fur et à mesure, mais qui assure un rôle dans cette transition hyper importante. C'est-à-dire que il a aussi la mission de pédagogie et d'accompagnement du syndic, qui malgré tout reste un tiers extérieur. La position du locataire accédant, de voir toujours son propriétaire bailleur au sein de la copropriété peut perturber. Mais le discours, en l'occurrence chez EMH, est très clair sur le cadre de la copropriété, le mode de décision et l'accompagnement que peut avoir le bailleur social avec le syndic sur le fonctionnement de la résidence. Christelle. Et peut-être juste pour compléter vos propos, c'est vrai que souvent il arrive que la collectivité qui a donné son accord pour que le patrimoine soit mis en vente, la collectivité va souhaiter que le bailleur HLM vendeur soit durablement présent dans la copropriété et parfois bloquer les ventes. Ça peut la rassurer de savoir que dans la durée, le bailleur HLM vendeur restera copropriétaire et sera, j'allais dire, toujours bien présent et veillera au bon fonctionnement de la copropriété. Donc ça peut faire l'objet de la négociation en fait, au moment où se mettent en vente des biens.
je ne sais pas si vous, Est Métropole Habitat, vous êtes parfois interpellé sur ce sujet, mais je sais que voilà, dans d'autres territoires, il y a parfois cette négociation. Oui, vous pouvez mettre en vente, mais voilà, nous aimerions que vous restiez présent et donc bloquer les ventes à la moitié, par exemple. Ça peut arriver. Je rebondis sur un point, parce que l'humain, je trouve ça toujours très intéressant. Et donc, ce que tu soulignais, Maxime, là, sur je suis assez d'accord avec le changement de posture, en fait, hein, du locataire vis-à-vis de son bailleur, qui devient maintenant un copropriétaire, et donc les relations entre les deux changent totalement. Mais comme on le soulignait tout à l'heure, finalement, ça représente que 50%, voire même moins, des accédants, puisque si on a 50% des accédants qui viennent de l'immobilier social, mais pas forcément de la résidence, donc finalement, ça ne se retrouve pas tout le temps. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine complexité quand même, et que finalement, chaque situation est différente. Et en fonction de ce qui s'est passé et qui a fait l'accession, bah, il y aura forcément des choses à faire différentes dans la pédagogie, dans l'accompagnement à la copropriété. Et ça me donne l'opportunité de te poser cette question, Christelle, sur le niveau de maturité justement des bailleurs sociaux aujourd'hui, sur ces questions de mise en copropriété, comment ils sont organisés, comment ils appréhendent cette question. Alors, tout d'abord, replacer peut-être la question de la vente HLM. Au final, c'est environ 11 000 ventes par an aux particuliers. Donc ça reste quand même assez contenu. On est loin des objectifs du 1% du patrimoine que les pouvoirs publics souhaitaient que les bailleurs mettent en vente. Donc voilà, les ventes, c'est à peu près entre 10 000 et 11 000 ventes chaque année. À des locataires en place, à d'autres locataires et à des tiers. Voilà, à peu près en fonction des organismes, ça peut être un tiers. Parfois, au final, on est quand même bien dans vos proportions, de 50% à des locataires HLM et 50% donc à des tiers. L'idée, voilà, pour les bailleurs, très souvent, c'est d'accompagner vraiment les locataires dans un parcours résidentiel positif pour qu'ils deviennent propriétaires. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est vrai que un certain nombre d'organismes ensuite décident d'être gestionnaire de ces copropriétés issues de la vente ou non. Donc là, vraiment, on est dans un choix purement de politique stratégique. Est-ce que le bailleur HLM souhaite gérer ses copropriétés ou, comme le fait donc Est Métropole Habitat, de donner ces copropriétés en gestion à d'autres syndics, alors syndics solidaires ou syndics privés, enfin en fonction. Il y a vraiment là pour le coup en plus toutes les possibilités et au final, bon là on nomme un syndic provisoire, mais après c'est l'avis de la copropriété et donc au final c'est quand même bien les copropriétaires qui décideront qui du syndic gérera leur bien. Mais finalement, il y a un vrai sujet sur les caractéristiques ou les qualités avec un grand Q à avoir quand on reprend un mandat de syndic dans une copropriété qui vient de basculer, enfin qui vient de passer de l'immobilier social à une copropriété. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Juste pour repréciser quelques chiffres, au final, c'est à peu près 25% des organismes HLM qui exercent le métier de syndic. Donc on voit que ce n'est pas une majorité, c'est 25%. Mais en tout cas, ceux qui décident de le faire, ils ont, j'allais dire, plusieurs bonnes raisons. Il y a plusieurs enjeux. Ou de ne pas faire. En tout cas, ceux qui décident de le faire, souvent, il y a cet enjeu partenarial. Et notamment, c'est aussi d'accompagner les collectivités sur le volet copropriété pour donc faire connaître aux collectivités qu'en tant qu'organisme HLM, eh bien, ils gèrent également des copropriétés. Alors, issus de la vente de leur propre patrimoine, mais pas que. Ils peuvent prendre en gestion après d'autres copropriétés, puisque la loi le permet. Et il y a un autre enjeu qui est plutôt économique, qui permet à l'organisme HLM de diversifier ses activités. C'est des recettes supplémentaires. Il y a l'enjeu de continuité de service, et ça, je pense que c'est assez important, notamment dans le cadre de la vente de patrimoine, où l'organisme qui à l'origine a été maître d'ouvrage, gestionnaire de la résidence, quand il décide de la mettre en vente, cette résidence devient donc une copropriété, il fait ce choix, j'allais dire, d'assumer ce service après-vente et donc ensuite d'être encore présent dans la copropriété, mais là avec sa casquette de syndic. Alors il peut avoir les deux casquettes, et copropriétaire bailleur, le temps que tous les lots soient vendus, et en complément gestionnaire de la copropriété, donc syndic solidaire. Donc voilà, il y a souvent ce souhait d'accompagner
les anciens locataires devenus copropriétaires dans leur nouveau statut. Ça peut, voilà, il y a ce souhait de les rassurer, de sécuriser ce parcours résidentiel et puis sécuriser les autres acteurs, les autres partenaires de l'organisme HLM et souvent la collectivité en premier lieu. Maxime, je vois que tu voulais intervenir, donc je vais te poser une question Non. pour que tu puisses intervenir. Est-ce que tu peux nous parler des différences de métier? Est-ce que c'est le même métier finalement de gérer un immeuble social ou de gérer une copropriété? Alors, le sens de ta question, non, bien sûr, les métiers de la gestion locative sont bien différents des métiers du syndic de copropriété. Et je pense que ça fait partie, Christelle ne me démentira pas, des personnes, enfin en tout cas des bailleurs sociaux qui décident de ne pas faire ce métier pour la bonne et simple raison de la complexité de gestion, de recrutement de ces métiers-là. Donc oui, on est vraiment sur des compétences qui sont complètement différentes. Pour avoir accompagné à l'époque S-Métropole Habitat sur une réflexion d'internaliser ce service, d'abord, oui, c'est une source de revenus, mais je vous ferai peut-être des portes ouvertes, mais on se regardait tout à l'heure avec Dominique. Le syndic de copropriété n'est pas une source de revenus durable et du tout, d'une manière générale. C'est une activité à risque. Et tout le monde le sait dans l'immobilier, on ne gagne pas d'argent quand on fait du syndic de copropriété. On gagne de l'argent quand on fait de la gestion locative. Tu vas surprendre beaucoup de monde en disant ça, hein, tu sais. Non, mais oui. On prend énormément de risques et on ne gagne pas d'argent. Que celui qui gagne de l'argent nous pose ses bilans ici. Je fais ce métier depuis 25 ans et les structures gagnent de l'argent parce qu'elles font de la gestion locative et parce qu'elles font de la transaction. Ce qui n'est pas du tout la philosophie du coup de la vente HLM, puisque la seule activité que l'on a, c'est du syndic de copropriété et ça donne tout son sens du coup au parcours résidentiel, au choix d'accompagnement dans un parcours résidentiel. On ne dégage pas de revenus en faisant du syndic de copropriété, on participe pleinement à la philosophie qui est d'accompagner le résident dans un parcours locatif, un parcours copropriétaire. Je t'accompagne, je t'apporte toute la pédagogie. Et à la question que tu posais, est-ce que c'est un métier spécifique? C'est un métier spécifique, même dans le syndic de copropriété. Les collaborateurs que nous avons, nous, chez Ronson Habitat, sont formés justement à la pédagogie nécessaire pour l'accompagnement d'une copropriété en vente HLM. Pourquoi? Parce que nos assemblées générales doivent durer un petit peu plus de temps. Alors, ça dure déjà longtemps, hein, tout le monde me dit « Ah, une assemblée générale, c'est de toute façon trop long ». Mais dans cette réunion d'assemblée générale, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième si nécessaire, on a besoin d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, pourquoi on prend ce type de décision, comment on les prend, quel est l'enjeu, pourquoi vous payez. Hein, on développe aussi un certain nombre de choses comme on appelle ça la Ronson Academy, Ronson Habitat Academy, c'est de former les copropriétaires à des notions très précises en copropriété. Qu'est-ce qu'un conseil syndical? Je pense que même en dehors du logement social, beaucoup ne connaissent pas cette définition, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on vérifie lorsqu'on vérifie les comptes en fin d'année, toutes ces choses-là. Et un des risques, effectivement, des bailleurs sociaux qui souhaiteraient internaliser un service copropriété, c'est de se dire j'ai des ressources en interne dans mes métiers locatifs que je peux intégrer sur la création d'un service copropriété. C'est un vrai métier, c'est une vraie comptabilité, complètement différente. C'est une loi, le code de la copropriété est gros comme l'écart entre mon index et mon pouce. Et puis c'est des collaborateurs qui ont quand même de l'expérience et qui ont besoin d'avoir aussi un certain vécu. Merci pour vos éclairages à tous les trois. J'aimerais basculer maintenant sur le sujet des charges, parce que c'est quand même le sujet de cette table ronde, et notamment d'identifier quelles sont les charges qui augmentent, en tout cas, qu'est-ce qui augmente lorsqu'on bascule d'un immeuble social vers une copropriété. La première chose qu'on a identifiée ensemble en préparant cette réunion, c'est notamment le besoin structurel d'une copropriété de prévoir et d'avoir un budget qui soit le plus lisse possible. Est-ce que quelqu'un de vous veut commenter? Alors, j'interviens. Alors, lisse possible, je pense qu'il faut définir lisse. On demande à nos copropriétaires de s'approprier le mode de fonctionnement de la copropriété et notamment la responsabilisation autour d'un budget.
comme un ménage. Combien je vais dépenser cette année? Et quand on dit lisse, c'est-à-dire avec le moins d'à-coups. Ça veut dire qu'on va anticiper beaucoup de choses, beaucoup de pathologies dans le fonctionnement de l'immeuble. On n'arrivera jamais à tout gérer, il y aura toujours des aléas, mais un certain nombre de choses doivent être anticipées au titre du budget. Donc finalement, on va aller sur du préventif, on va peut-être augmenter un peu le niveau de préventif pour limiter le curatif. Et puis j'ajouterais qu'il y a une notion d'agilité aussi et de gouvernance, puisque là où un bailleur social peut réagir très vite en cas de difficulté, de besoin de dépenser, une copropriété, c'est un peu plus compliqué. Il suffit d'être deux pour pas s'entendre. D'accord? Donc quand on est tout seul, on peut décider. Oui. Et ce budget, j'allais dire, le budget courant, c'est le cœur du problème quand même aussi. Parce que nos locataires, lorsqu'ils passent, on a beau, à la vente, on leur annonce le niveau de charges qui seront appelés, on leur explique comment ça va fonctionner au moment de la vente. Mais ça, c'était un peu transparent. Avant, ils avaient une règle de charge locative et ils ne savaient pas vraiment toujours ce qu'il y avait dedans. Et là, ils vont vraiment avoir un budget en main, ils sont maîtres de leur budget et ça va servir à faire vivre leur immeuble, leur résidence. Et déjà, rien que cet élément-là, c'est nouveau pour eux. Parce qu'ils n'étaient pas maîtres de ça, vraiment, ils étaient un peu passifs. Voilà, donc il faut qu'ils se l'approprient. Plus les à côté qu'il faut, on dit les imprévus, c'est tout ce qui peut arriver dans un immeuble, qui tombe en panne, qu'ils voyaient parce qu'ils téléphonaient pour faire réparer, mais même la facturation, elle n'était pas claire en locatif. Donc il faut vraiment, il y a une appropriation comptable qui doit être faite par le syndicat des copropriétaires. Et ça, c'est très compliqué pour eux, parfois. Pour revenir sur ton sujet de gouvernance aussi, le bailleur social pouvait décider d'engager des dépenses ou de travaux n'importe quand dans l'année. En copropriété, il y a cette frustration de ne se voir qu'une seule fois dans l'année pour discuter des sujets importants. Et ça, c'est une vraie contrainte que nous, syndics, on prend de plein fouet. Il y a une frustration très récurrente des copropriétaires sur comment ça, vous ne pouvez pas faire les travaux. Monsieur, une assemblée générale. Et c'est quand? Dans 6 mois. Mais c'est 6 mois, monsieur, c'est trop loin. Donc la gouvernance est extrêmement lourde. La loi de 65, la loi sur la copropriété, on nous avait promis c'est un cadre très rigide. Il ne faut pas rater ce rendez-vous de l'Assemblée générale annuelle. Il faut prévoir le cadre de la décision. Et c'est sûr que mon métier, c'est les achats depuis toujours. Et on sait très bien que quand on manque d'agilité, quand on manque de capacité à décider rapidement, ça coûte. Il y a un coût. La non-décision a toujours un coût. La lenteur de la décision de la gouvernance a un coût. Et c'est sûr qu'en copropriété, par nature, il y a un cadre qui... Mais on peut le prévenir, ça, quand même, en anticipant lors de l'Assemblée générale, de donner du pouvoir à son syndic et à son conseil syndical. Il y a le lissage, effectivement, des dépenses. On essaie d'anticiper sur l'année avec un budget qui va comprendre... Et c'est pour ça qu'on a une certaine hausse de charge aussi dès la première année, puisque on essaie en copropriété d'être vraiment dans le préventif. Donc certains contrats qui n'existaient pas lors de la propriété du bailleur unique sont mis en place en copropriété, des choses qui n'existaient pas. Mais on a aussi toute une logique en copropriété d'anticipation sur le moyen et le long terme. On a une épargne forcée, un fonds de réserve travaux, une trésorerie obligatoire, et puis on essaye de plus en plus, et ça je pense que c'est la meilleure nouvelle des 10 dernières années en copropriété, et Dieu sait qu'il y en a eu quelques-unes, des nouvelles en copropriété, c'est la mise en place du plan pluriannuel de travaux qui va être imposé aux copropriétés pour qu'on ait une visibilité sur le moyen et le long terme. Enfin, comme un professionnel, comme un bailleur social qui a un plan pluriannuel de travaux et qui sait quand est-ce que son bâtiment arrive en haut de cycle, quand est-ce qu'il va devoir réinjecter de l'argent, etc. Deuxième sujet que je voulais aborder sur l'impact des charges, c'est le comportement de vos partenaires, des prestataires, de ceux qui prestent pour l'immeuble. Et là, on constate de manière assez factuelle, chez Econome, on le voit bien à chaque fois qu'on intervient dans ce type d'environnement, c'est que malheureusement les copropriétés n'arrivent pas à bénéficier de conditions commerciales à la hauteur de celles dont peuvent bénéficier un bailleur social. Et ça, il y a plusieurs raisons il peut y avoir une notion un peu de volume, parce que souvent les bailleurs sociaux sont de grands donneurs d'ordre et ont cette capacité aussi à donner du volume complémentaire par des travaux, des choses comme ça, ce qui a moins cette capacité de la copropriété. Et puis surtout, il est quand même beaucoup plus difficile, la gouvernance étant plus complexe en copropriété, la copropriété prend du temps à tout le monde, à tous ceux qui travaillent avec la copropriété savent que la copropriété par nature prend du temps et donc forcément on n'arrive pas à être aussi compétitif et à dégager les mêmes marges pour un prestataire. Et donc ça c'est un vrai problème parce que finalement les prestataires, même quand vous faites une portabilité des contrats, et je vous interpellerai là-dessus, n'arrivent pas dans la durée à maintenir leur prix.
Comment vous gérez ça chez Ronson Habitat? Alors, effectivement, la logique, elle est de dire que lorsque une copropriété se positionne en vente HLM, on se rapproche évidemment du bailleur social pour la reprise de l'ensemble des contrats, lorsqu'on peut le faire. L'ensemble des contrats qui sont souvent des contrats flottes sur les sujets importants. Je pense aux ascenseurs, je pense aux entretiens de VMC. Dans l'idéal, l'énergie, lorsqu'ils sont intéressants, c'est un sujet à part. En revanche, on récupère des contrats qui sont complètement différents. Je pense notamment aux assurances, qui sont du coup des assurances spécifiques, ce qu'on appelle des multi-risques immeubles en copropriété, qui sont 2 à 3 fois plus chères que celles souscrites par le bailleur initialement. On a de toute façon du coup sur ces aspects-là une hausse inévitable de coûts. Sur la reprise des contrats, elles se font, en tout cas qui étaient détenues par le bailleur, elles se font en général par un avenant, c'est-à-dire une sortie de flotte avec juste un avenant. On bénéficie toujours des conditions tarifaires qui ont été négociées par le bailleur social jusqu'à échéance. Et à ce moment-là, ça devient un contrat à part entière du syndicat des copropriétaires, souscrit par le syndicat des copropriétaires, négocié par le syndicat des copropriétaires. Le deuxième cas de figure, c'est le fournisseur qui n'accepte pas de maintenir ses prix issus du contrat flotte avec le bailleur social. Et à ce moment-là, on rentre dans une négociation effectivement un peu plus âpre, avec un souhait de maintenir des prix, ce qu'on n'arrive pas clairement à faire aujourd'hui. Mais on sait pourquoi. Parce qu'on est en copropriété. Tu veux réagir? Non, c'est très bien résumé la situation. Et puis, nous, en tant que bailleur social, nous, on est soumis au marché public. Donc, ce sont des marchés. Ils savent que ce marché va durer 4 ans. Ils ont bon espoir de renouveler. Donc, c'est vrai que nos prix sont tirés de ce fait-là aussi. Donc, c'est vrai que quand on passe en copropriété, il a plus la même assurance. C'est un syndicat qui va décider tout seul. C'est plus aléatoire. Donc, ils assurent un prix qui est plus confortable pour assurer leurs arrières. On essaie de tendre vers le maintien des prix, mais c'est pas... Et même nous, on les prépare à ça quand on les annonce qu'on passe en copropriété, mais c'est pas toujours facile. Dernier point que je voulais aborder sur les charges, c'est les nouvelles charges. Parce que finalement, mauvaise nouvelle, quand on bascule d'un immeuble social vers la copropriété, eh bien, de nouvelles charges se créent, des nouvelles dépenses obligatoires, on va dire, arrivent. Et on parle notamment des honoraires de gestion, parce qu'on crée un nouveau contrat de gestion. Enfin, il y a une autre entité, il y a un autre métier qui est nécessaire pour gérer la copropriété, c'est le mandat de syndic, qui peut être porté, donc, comme on disait, par le bailleur social, mais aussi par un syndic professionnel. Alors c'est un coût dérisoire, puisque les syndics professionnels ne sont pas rentables. Mais alors, là-dessus, la réflexion est intéressante. En fait, il y a un coût masqué. En fait, avant le syndic de copropriété, c'est-à-dire avant la mise en copropriété, il y a un coût masqué, qui est le coût de la gestion en fait du bailleur social. Il existe ce coût chez le bailleur. Et il serait intéressant à mettre en comparaison en fait, d'un syndic de copropriété. Aujourd'hui, un syndic de copropriété, en tout cas sur la région lyonnaise, on est entre 170 et 180 euros hors taxe par lot par an. D'accord ? Je serais curieux de mettre ça en comparaison, effectivement, du coût de gestion. Voilà. En effet, mais il n'est pas porté du coup par les locataires. Enfin, en tout cas, voilà. Donc c'est un nouveau coût pour le copropriétaire. Exactement. Mais il est inhérent du coup à la loi de 65, d'accord, la loi sur la copropriété, et sur l'ensemble des règles qui régissent du coup la vie en copropriété. Quand on est en copropriété, donc cette organisation en copropriété nécessite aussi des frais juridiques, de conduite d'assemblée générale. Il faut organiser des assemblées générales. Donc c'est bête, mais c'est de la reprographie, c'est des outils, c'est de l'affranchissement. Voilà, c'est des petits coûts, mais qui mis bout à bout, mine de rien, rajoutent quand même des lignes de coûts à la copropriété. On a de manière aussi marginale, mais qui existe encore une fois, c'est des protections juridiques, puisque le conseil syndical peut en tout cas, a la possibilité de souscrire à une assurance pour se protéger des éventuels recours d'autres copropriétaires. Responsabilité civile, oui. Mais c'est surtout effectivement l'assurance qui... Et voilà. Et le dernier point, alors c'est pas un nouvel objet, mais c'est simplement par contre un nouveau coût. C'est un coût nettement plus important d'assurer une copropriété. Le risque est jugé beaucoup plus grand par les assureurs, par les actuaires dont c'est le métier, et donc le coût de l'assurance au mètre carré est nettement supérieur. Mais je crois qu'on tourne un peu autour du pot. Aujourd'hui, dire que tout coûte plus cher en copropriété, c'est inhérent à plusieurs choses.
au risque, et ça les assurances l'ont bien compris, parce que du coup, dès lors qu'on passe en copropriété, les risques sont décuplés. D'accord ? Je disais, la prime s'est multipliée par 3 aujourd'hui, minimum. D'accord ? Et d'une manière générale, si on veut synthétiser tout ce qu'on s'est dit, la copropriété est pluridécisionnelle. Et c'est le risque principal aujourd'hui des fournisseurs, des risques inhérents à l'entretien du bâti, des risques à plein de choses. Donc, pourquoi l'assurance est plus chère ? Mais parce que l'assurance connaît parfaitement le risque que les travaux ne s'engagent pas parce qu'il n'y a pas d'accord, ou ils ne soient pas engagés en temps et en heure. Tu prêches à convaincu et ça va un peu dans les discussions du moment, dans les débats, de donner plus de pouvoir aussi au conseil syndical pour essayer de limiter ce risque lié à la gouvernance des immeubles et des copropriétés. C'est exactement ce qui se pratique aujourd'hui en Suisse, par exemple, où le fonctionnement, en 2 mots, le budget est donné au syndic. Alors, je crois que c'est un syndic aussi en Suisse, et il rend compte à la fin de l'année de ce qu'il a fait. Il n'y a pas de gouvernance qui est faite il n'y a pas de décision donnée à un conseil syndical. Les projets sont définis en assemblée générale, mais la responsabilité, elle appartient aux professionnels de l'immobilier, aux professionnels de la gestion immobilière, aux syndics de copropriété. Ils partagent les projets. Je vais faire ça cette année, je vais faire ça cette année. On en reparle l'année prochaine. C'est fait, c'est bien fait, c'est pas fait. Merci, au revoir. Ou alors, merci, vous avez bien travaillé. Je pense qu'en effet, tous les observateurs de la copropriété s'accordent sur le fait de dire qu'aujourd'hui, le mode de gouvernance pousse clairement à l'inaction ou l'indécision. Voilà, donc il y a des choses à améliorer. Alors quel est le bon modèle ? Voilà, il y en a plusieurs et donc il faudrait qu'on trouve un modèle amélioré qui peut passer par le renforcement des pouvoirs d'un conseil syndical, mais encore faut-il que le conseil syndical soit limité en termes de nombre, soit toujours aussi impliqué, ou du syndic professionnel comme tu le citais. Oui, je pense qu'on a aussi des questions à se poser au niveau des syndics en France, mais surtout au niveau de la formation des syndics, en tout cas de la profession. Il y a des choses qui changent beaucoup en ce moment, mais il y a une vraie pénurie aujourd'hui de vocation dans ce métier, c'est sûr. On peut parler d'un autre sujet que je n'avais pas prévu d'aborder, mais qui fait partie du métier d'économe, donc autour des achats, où aujourd'hui on voit que les professionnels de l'immobilier ne sont pas formés à la gestion des achats, et donc gèrent en bon père de famille et ont un regard technique sur les immeubles et vont identifier des partenaires, des prestataires de qualité, etc. Mais n'empêche que on regarde dans toutes les formations qui sortent aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une école qui a un seul module de formation dédié à la négociation d'un contrat, dédié à la négociation, dédié à une démarche achat. Pas une seule formation en France, et pourtant il y a de plus en plus de formations de professionnels immobiliers. Et pour la bonne et simple raison, tu as utilisé la bonne expression, c'est bon père de famille. Un syndic de copropriété, c'est un bon père de famille. C'est-à-dire que ce n'est pas un acheteur. C'est quelqu'un qui va aller chercher le prix, qui va faire sa mise en concurrence, mais qui ne va pas aller négocier. Et pour être bon acheteur, il faut être un peu spécialiste de tout. Ou en tout cas, avoir le temps de le faire aussi. D'accord ? Or, ce n'est pas la mission principale aujourd'hui du syndic, et c'est en ça qu'Économe, à mon avis, il y a quelques années... Ce que j'allais dire, heureusement, il existe des sociétés spécialistes. Exactement. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles quand même ? Est-ce qu'on a des charges qui peuvent baisser, ou est-ce qu'on a des sources qui peuvent nous permettre de baisser les charges ? Maxime pourrait encore répondre, mais dans les immeubles qu'on met en vente et dans les copropriétés que gère Maxime, il y a des produits qui peuvent rentrer, qui peuvent venir aider à financer un certain nombre de choses dans la propriété. Dans les immeubles qu'on a transmis en syndic à Rodson Habitat, la plupart certaines étaient équipées d'antennes téléphoniques qui rapportent un revenu. Lorsque nous étions monobailleurs, ce revenu servait à être un produit qui était réinvesti pour nous dans des réhabilitations, dans des travaux qu'on identifie sur différents immeubles, pas toujours attachés à l'immeuble même. En copropriété, ce revenu reviendra à la copropriété. Donc ça, c'est un produit qui va aider aussi à alimenter le fonds de roulement, à faire des travaux. C'est quand même positif. Il y a des panneaux, ça peut être des panneaux photovoltaïques, ça peut être d'autres choses. Je vois des produits. Après, travailler sur les charges est vraiment difficile. En plus, il y a un contexte actuel qui est vraiment compliqué au niveau de l'énergie, donc on est un peu inquiet quand même pour les mois à venir pour la réduction des charges. Mais à moins que Maxime ait une autre source de revenus. Non, alors effectivement, on ne va pas se le cacher, c'est compliqué. Je ne sais pas si un jour vous avez vu votre assurance habitation ou votre assurance voiture baisser, quand bien même les risques. Non, aujourd'hui, baisser les charges de copropriété, ça reste compliqué. On a des sociétés comme Économe qui travaillent sur l'optimisation des coûts. Durablement, c'est compliqué de faire baisser des charges de copropriété. On a en permanence et chaque année de toute façon des indexations de contrats. L'énergie de toute façon va absorber, en tout cas sur les 2 prochaines années, tous les efforts qu'on aurait pu faire
en 2 mois, de toute façon, tout ce qu'on aurait pu faire. Il y a effectivement, du coup, alors nous, on oriente sur 2 aspects, en fait, effectivement, la maîtrise de ces charges, c'est rechercher du produit. Aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent à la copropriété de bénéficier de produits. Alors, les plus classiques, effectivement, sont les antennes de télévision, avec... on ne peut pas tout avoir, hein, effectivement. Le côté un peu... enfin, c'est décrié quand même aujourd'hui d'installer. Donc, on s'aperçoit quand même... Vous avez beaucoup de refus. Ouais, on a beaucoup de refus. Ouais. Peu importe, moi j'ai pas à me positionner là-dessus, mais si c'est pour l'installer sur l'immeuble d'à côté, je vois pas le... Bref. On a les panneaux photovoltaïques, c'est plus discrétionnaire. On a une source qui, à mon avis, est plus pérenne, entre guillemets, c'est l'implication des copropriétaires. Et je parlais de pédagogie pour que les copropriétaires s'approprient les parties communes, s'approprient leurs dépenses, s'approprient le fonctionnement de la copropriété, mais s'approprient aussi leurs charges. Et comprendre ces charges, c'est aussi identifier les charges sur lesquelles ils pourraient s'impliquer un peu plus. Je pense à des copropriétés sur lesquelles on a travaillé avec des collaborateurs qui se sont appropriés l'entretien des espaces verts et qui ont pris à leur compte l'entretien des espaces verts. Ils ont acheté une petite tondeuse et ils font ça en un week-end, en 2 week-ends dans l'été. Il y a un aspect convivial. Certaines copropriétés, j'en ai une autre en tête, s'est approprié le ménage de chaque palier. Voilà. Pour autant, moi j'ai foi en la durabilité de cette démarche-là, mais elle tient en fait à la mobilisation d'un conseil syndical ou d'une personne qui ne fait pas partie du conseil syndical. C'est juste de l'énergie intrinsèque de la résidence. Et c'est pas forcément reproductible dans toutes les copropriétés. C'est effectivement des cas particuliers. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des gisements d'économie au bout et j'imagine quand on passe d'un état à un autre, les copropriétaires doivent le voir sur au final leur budget. Moi, je voudrais revenir sur peut-être un point tu as parlé, c'est vraiment le savoir-faire d'un syndic solidaire dans l'accompagnement des copropriétaires pour vraiment les sensibiliser à leurs droits et à leurs devoirs en tant que copropriétaire, parce que c'est vrai que quand on a été pendant des années locataire, et qui plus est locataire HLM du bailleur, et que on a pu acheter son logement et donc on devient copropriétaire, c'est vrai que le changement est pas évident et tout à fait compréhensible. Et donc le travail que font beaucoup de syndics solidaires, et je trouve que ça vaut vraiment le coup de le valoriser, c'est vraiment d'accompagner, d'être dans la pédagogie pour que ces copropriétaires vraiment comprennent comment une copropriété se gère, qu'est-ce qu'un conseil syndical, un budget, qu'est-ce qu'on vote. Et ça, c'est vrai que souvent, on le voit que les organismes HLM sur le sujet sont quand même assez enclins à le faire. Et pour compléter, c'est là aussi que notre rôle en tant que bailleur qui mettant en vente nos immeubles, on peut être dans l'accompagnement avec le syndic, dans notre rôle de présence en assemblée générale. Quand il y a des décisions à prendre, certains travaux d'entretien notamment, je pense au chauffage, parfois ils sont réticents parce que ça a des coûts souvent élevés. Ils n'osent pas y aller et on leur dit en faisant ça, vous allez aller vers une économie, une meilleure gestion de votre énergie. Voilà, c'est ça aussi notre rôle en commun. Et parfois, ils n'osent pas, au-delà même du problème financier, parce que ce sont des gens quand même qui ont des revenus très restreints, donc j'ai acheté, il faut déjà qu'ils payent leurs prêts. Mais en les accompagnant sur les choix à faire, parce que souvent on a encore un poids au niveau des millièmes et des votes. En disant, nous on est là, on va en payer une partie, mais on est là pour vous accompagner et pour prendre des décisions, les bonnes décisions au bon moment pour les bons travaux, et pas dans le désordre. Voilà. C'est sûr, moi je suis un grand défenseur de la communication et du faire savoir. Et si aujourd'hui il y a des choses à améliorer dans la gestion de la copropriété, c'est justement le côté ludique toujours et pédagogique, et notamment sur les charges, c'est notre grand dada, et de bien expliquer. Parce qu'aujourd'hui, alors la loi est ainsi faite, et quand on voit une convocation d'AG, et pour tous ceux qui sont copropriétaires ont déjà vu des annexes financières de la convocation d'AG, moi je pose la question aux gestionnaires. 9 gestionnaires sur 10 n'arrivent déjà pas trop bien à les comprendre. C'est complètement imbitable, c'est hyper complexe, et donc les copropriétaires, on n'en parle même pas. Loi de 65, d'accord. Loi de 65, on ne peut pas faire autrement, c'est ça, c'est juste un relevé de décision. C'est tellement éloigné, mais on parlait tout à l'heure des problèmes de
des recrutements de ce métier, mais cette loi de 65, elle est tellement éloignée des besoins aujourd'hui des copropriétés. Cette loi de 65, ça n'est que de l'administratif. Les syndics aujourd'hui ne sont que des rats administratifs, alors qu'on a besoin d'aller serrer les mains, on a besoin d'avoir des techniciens, on a besoin d'avoir des gens qui savent parler aux autres gens, qui sont des chefs de projet, parce qu'on disait, on leur apprend à s'approprier les parties communes. Mais apprendre, c'est bien, intéresser, c'est mieux. On n'arrive pas à les intéresser. Pour la plupart, ils vont comprendre en 1 an, 2 ans comment fonctionne une copropriété. Mais la 3e année, ils s'en désintéressent complètement parce que c'est pénible, parce que c'est lourd, parce que les gens se crient dessus, parce que la décision ne se prend pas, parce qu'il y a de la frustration. Cette loi de 65, elle est frustrante. Elle est frustrante pour tout le monde. Je pense que sur ces aspects-là, il y a urgence, à mon avis, à faire quelque chose qui soit beaucoup plus proche des attentes et des professionnels syndics et des copropriétaires. Exactement, enfin, c'est le constat qu'on fait tous, hein. Encore une fois, tous ceux qui, observateurs ou intégrés dans la copropriété, il y a cette gouvernance-là qui rigidifie tout et qui crée de la complexité là où tout le monde est frustré finalement. En effet, les professionnels, les propriétaires, tout le monde a l'impression que ça ne fonctionne pas, mais personne n'a la clé parce qu'il y a un cadre légal, il y a un marché aussi, hein, parce qu'on parlait des honoraires, etc., qui quand même crée une contrainte de coût aussi. On est obligé de rentrer dans un prix de marché de la gestion, et donc derrière, on ne peut pas forcément amener tout le service qu'on aimerait. Oui, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'arrivée des néo-syndics qui font croire qu'ils ont inventé la poudre, pardon, excusez-moi, mais en tout cas qu'ils ont rendu le pouvoir aux copropriétaires. Mais en fait, ils sont bâtis sur la même loi de 65 que les autres. Donc c'est un effet de manche, ça n'est pour moi que du marketing, d'accord, qui permet un temps de satisfaire une volonté des copropriétaires pour en fait n'aboutir à rien, et surtout, et c'est pire que ça, c'est du coup laisser les copropriétaires seuls, en fait, finalement. Dominique, tu m'as partagé un chiffre qui est la réponse à la question que j'ai posée au tout début. Quel est l'écart que vous avez observé lors des bascules de manière empirique en étudiant un peu les copropriétés qui sont, enfin les immeubles sociaux qui ont basculé en copropriété? Au niveau des charges? Au niveau des charges. Comme on disait, ça aussi entre 20 et 30%. Ça dépend un peu des équipements de la résidence, hein. Si on a une résidence assez simple, chauffage individuel, un peu d'espace vert, on pourra peut-être limiter les coûts, mais lorsqu'on a un immeuble classique, et la majorité de nos immeubles qu'on a vendus est systématiquement des espaces verts, souvent des chauffages collectifs, oui, il y a à peu près entre 20 et 30%, donc c'est quand même pas anodin, et on l'annonce bien à nos locataires qui vont acheter. C'est loin d'être anodin, parce que non seulement le locataire a une augmentation de charges structurelles parce qu'il prend les charges non récupérables, donc de base ses charges augmentent. Il ne faut pas oublier de le préciser, ça c'est exactement. important. Plus l'assiette augmente aussi, donc là ça fait la taxe foncière. Et la taxe foncière. Et la taxe foncière, en effet. Ne l'oublions pas. Non, mais c'est vrai que c'est un changement complètement d'univers. Ils changent de rôle. Ils vont prendre la cape du copropriétaire et ils sont contents d'acheter, évidemment. Ils sont impatients. On le voit, les signatures. Hein, c'est un grand moment pour eux et on est toujours contents d'en signer à chaque fois. Mais ils basculent dans un autre. Comment ? Après, c'est la douche froide. Après, ils basculent dans un autre monde. Il faudra prendre des décisions et où, effectivement, on va leur demander un certain nombre de décisions financières. On leur avait dit, mais comme toujours, c'était passé derrière le plaisir de signer l'acte de vente ou d'achat. Donc, il y a la première année qui est toujours un peu plus compliquée, où il faut les accompagner, où souvent ils rappellent le chargé de vente pour demander des précisions. D'où de nouveau les besoins de concertation, de communication, de faire savoir, de pédagogie, et donc où tout le monde a un peu un rôle à jouer pour bien expliquer, parce que payer c'est toujours un peu embêtant, mais quand on sait pourquoi on paye, généralement c'est le niveau de service. Après, si je peux me permettre, ça fait 10 ans qu'on a mis en vente des copropriétés. On n'a eu que 2 cas de revente. Enfin, de rachat. Enfin, je m'exprime mal. On a des garanties de rachat ou de relogement. On n'a eu que 2 cas de relogement. Ce qui prouve quand même les gens qui ont acheté sont toujours propriétaires, ou certains ont peut-être revendu depuis, mais peu importe. En tout cas, il n'y a pas eu de. Stratégiquement, on va mettre 2, c'est vraiment infime sur 10 ans. Donc, ça prouve bien que les gens qui ont acheté avaient les capacités d'acheter, ne se sont pas surendettés. Ça s'est bien passé avec Ronson Habitat derrière. Tout à fait, en plus. Non, mais c'est vrai. Donc, quand même positiver les choses. Hein. Oui, je pense que c'est important de le dire et de rappeler que ce qu'on appelle la sécurisation HLM. Hein, maintenant, c'est vrai qu'avec la loi Elan, elle a été rendue obligatoire, hein, cette garantie de rachat des logements, des ménages, si il leur arrivait un pépin, un accident de la vie. Donc, le fait de savoir que ces garanties sont très peu mises en œuvre, au final, par les bailleurs HLM vendeurs, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'en amont, le travail d'accompagnement a été bien fait. Voilà. Le travail d'accompagnement, il est primordial, évidemment, pour
faire prendre conscience très tôt aux copropriétaires quelles vont être ses responsabilités. Et on en parlait tout à l'heure sur la hausse des charges, c'est 30% de charges. En fait, on se base sur le budget, le premier budget de l'année du syndic qui est voté. Ce budget, il se doit d'être large. Évidemment. Pourquoi ? Parce que le client, nouveau copropriétaire issu du logement social 10, 20, 15, 20 ans de logement social, avait des charges mensuelles toujours les mêmes. Elles augmentaient un petit peu sur l'indice, etc. Il avait une régule en fin d'année avec des arbitrages qui étaient parfois faits par le bailleur. Voilà. En copropriété, on se doit de faire la même chose en pire, c'est-à-dire de prévoir au maximum les aléas. C'est pour ça que ce niveau de charge, aussi dès le départ de copropriété, il est relativement haut pour absorber au maximum des aléas qui ne pourraient être absorbés par un nouveau copropriétaire qui n'a jamais connu d'aléas en fait au cours de sa vie d'occupant. Je rebondis sur une toute petite aparté, un clin d'œil qu'on a compris, mais sur lequel je vais revenir, sur la répercussion des charges, justement, où on a souligné tout à l'heure sans citer d'exemple, voilà, mais en tout cas de parler de capacité simplement du bailleur social qui est l'acteur qui paye les charges, donc c'est lui qui prend les charges au départ et qui a du coup cette faculté, s'il le décide de manière politique, enfin c'est une décision d'entreprise, de répercuter ou non des charges pour protéger ou non ses locataires dans la mesure du possible, etc. Enfin, il peut y avoir une décision en tout cas. Là où le syndic n'est qu'un intermédiaire finalement, et c'est le syndicat des copropriétaires qui paye. On parle souvent des frais de syndic en parlant des charges, les gens confondent un petit peu, mais le syndic n'est qu'un intermédiaire, il ne paye rien, c'est pas son compte bancaire, c'est le compte bancaire du SDC. Et donc là, il n'y a pas de possibilité d'absorption. Hein. Il faut que quelqu'un paye, et le qui paye, c'est l'ensemble des copropriétaires. Et ça risque de créer des différences, en effet, même dans un même immeuble, où, par exemple, des occupants peuvent se prendre de plein fouet ou non la crise énergétique qu'on est en train de subir, avec des hausses des coûts de l'énergie sur lesquels on ne sait pas du tout comment ça va évoluer demain, et où peut-être que des bailleurs sociaux vont être capables, dans une certaine mesure, d'absorber une partie de ces contraintes, là où en tout cas le SDC ne pourra pas de manière certaine. Et voilà, on verra comment ça évolue. Je pense que personne n'est capable de se prononcer. Je ne vous demande pas forcément de commenter, parce que la question est beaucoup trop hasardeuse. C'est une réalité pour les deux secteurs. Hein. C'est un vrai sujet. Oui, c'est un sujet qui nous anime. Enfin, en ce moment, ça nous occupe. Le service charges et loyers ne s'occupe que de ça. Hein, parce que pour nos locataires, on a le bouclier tarifaire, mais ça ne suffira pas. On a modéré l'augmentation de nos provisions. Mais on sait qu'à un moment donné... Oui, et puis on parlait de besoin de linéarité des dépenses et des charges pour les copropriétés ou pour les copropriétaires ou même les locataires, etc. Là, on est complètement à l'opposé de ça en ce moment. On va y avoir des énormes à-coups. Comment anticiper une crise qui en 2 mois... Et la proactivité, absolument, hein, si je peux donner une recommandation à tout le monde, c'est d'être proactif sur la communication autour des hausses et des budgets, etc. Alors en prenant un peu en ayant une projection un peu réfléchie, mais en tout cas voilà, d'anticiper, parce que sinon ça va être un peu compliqué. J'aimerais faire une dernière ouverture avant de conclure, puisque en préparant cette table ronde, je me suis aperçu, j'ai découvert qu'un décret nous apportait une opportunité en fait aux bailleurs sociaux de différer le statut de la copropriété. C'est-à-dire que quand un bailleur cède un logement, il a la faculté de finalement différer la mise en place du statut de la copropriété pendant quelques années. Est-ce que Christelle, tu es capable de nous commenter un peu tout ça, même si je sais que c'est un petit peu flou encore? Oui, parce que c'est un décret donc, de novembre 2021, hein, donc qui n'a pas encore une année et qui est issu de la loi Elan. Donc le législateur, il a souhaité en fait donner cette possibilité pour un organisme HLM vendeur qui souhaite mettre en place son programme de vente de patrimoine, et bien de pouvoir engager la vente d'une résidence sans avoir fait les travaux qu'il envisageait de faire à court terme dans les parties communes. Et donc, ce décret laisse la possibilité donc, à l'organisme HLM de vendre les logements, mais sans que le statut de la copropriété soit opérationnel, j'allais dire. Et je crois que le copropriétaire a quand même son droit de vote, mais ne subit pas les charges. Alors, l'accédant à la propriété, il a un statut un peu hybride, hein, parce qu'il est copropriétaire sans lettre, parce qu'il est propriétaire
du logement, des parties privatives, mais les parties communes sont encore à la main de l'organisme HLM vendeur, si bien que les travaux qu'ils souhaitent engager dans les parties communes, on peut imaginer l'isolation des façades, de la toiture ou le changement du chauffage collectif. C'est l'organisme HLM qui va donc financer ces travaux, gérer les travaux, et lorsque les travaux se termineront, l'organisme se donne peut-être 3 ans, 4 ans pour le faire. Donc ce différé de copro dure par exemple 4 ans. C'est marqué dans l'acte, dans tous les actes d'achat des logements. Et lorsque le délai arrive au bout, eh bien, à ce moment-là, la copropriété est pleinement opérationnelle. Si bien que pendant cette durée, les accédants vont payer une redevance à l'organisme HLM au titre de l'usage un peu de ces parties communes. Et c'est un peu calé sur le décret charge. C'est les charges locatives voilà, finalement, non? c'est C'est un petit peu un tour de passe-passe pour faire en sorte que le copropriétaire ne paye que les charges récupérables, non? C'est ça, et conserver surtout la décision et la main en fait sur la résidence. Par l'organisme. Ouais. Ouais. Dans les faits, moi j'en constate très peu, aucun. Hein, même Non, mais pour tout l'instant, vous on a- dire, c'est J'en trop ai très de- beaucoup récent. parlé, retours. personne n'a d'expérience sur le sujet. On a Donc, peut-être actuellement 2 organismes qui ont commencé à réfléchir à l'idée de, mais ça reste très très marginal et on va suivre ça dans la durée. Mais Et par on en rapport est à au ce tout qu'on début. a abordé comme sujet lors de cette table ronde, peut-être que c'est une possibilité aussi de faciliter l'accès à la propriété et toute cette phase de pédagogie. Donc peut-être que ça peut aider finalement à aller un peu plus vite et à engager les gens dans cette période d'instabilité et d'incertitude. Oui, c'est Voilà, vrai qu'on peut se dire que pendant ce délai de différé de copro, donc à la fois les accédants, ils mettent pas la main à la poche pour payer les travaux puisque c'est l'organisme HLM qui va financer ces travaux dans les parties communes. Et puis ça peut laisser le temps aussi, pour l'organisme HLM, un peu de préparer les nouveaux copropriétaires à ce qui va les attendre lorsqu'ils seront vraiment copropriétaires à l'issue du différé de copropriété. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un dernier mot? Oui, sur ce sujet-là, moi je joker, parce que je trouve que l'idée est absolument pas, en tout cas très éloignée du terrain. Ça sert les intérêts effectivement du bailleur social, des intérêts très pragmatiques, très Rappelez aussi immédiats. que c'est optionnel. Oui, c'est une option. Évidemment, Hein. c'est une option qui est laissée. Depuis novembre 2021, qui n'a jamais été saisie. Maintenant, saisie. on est, C'est-à-dire on est qu'en septembre si 2022. l'intérêt de ce type de mécanisme était demandé. Enfin, bon, c'est sur des cas très particuliers, je pense. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt des mises en copropriété avec des vires, des ventes d'immeubles à rénover. C'est des choses qu'on constate, qu'on sait très bien maîtriser et qui, du coup, conservent le copropriétaire au centre du sujet. Partir dans ce mécanisme qui est d'abord extrêmement complexe, extrêmement complexe pour les professionnels. Alors vous imaginez sur les copropriétaires qui ne sont pas des copropriétaires, qui sont encore considérés comme des locataires, alors qu'il se passe plein de travaux autour d'eux sur leurs biens, parce que finalement ils sont propriétaires. Mais en fait, on perd tout le monde. Le législateur est fort pour inventer des choses. Et encore une fois, je plaide aussi pour ma paroisse. Simplifions les choses. La copropriété, alors je l'avais mis, c'est important, mais ça n'est pas grave. Il faut surtout en faire quelque chose de léger pour attirer les gens. Les assemblées générales, ça doit être des fêtes, ça doit être des moments de décision, mais c'est des moments où on arrive à attirer les gens, à faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils aient envie de faire des choses ensemble, à l'échelle de leur immeuble, à l'échelle de leur quartier, et en même temps, ils prennent des décisions. Mais aujourd'hui, on en fait quelque chose d'imbuvable qui, du coup, maintient cette ambiance en fait d'individualisme dans un logement collectif. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. C'est pas du tout comme ça que j'espère dans l'avenir le législateur va développer ce métier. Je vous remercie tous les trois pour vos éclairages, c'était super intéressant. En tout cas pour moi, j'espère que ça l'était pour tout le monde. Je rappelle le chiffre parce que c'était quand même la question. Donc 20 à 30% finalement d'augmentation des charges en moyenne observées sur la gestion de la copropriété. Néanmoins, avec quand même, il faut le rappeler, un bailleur social qui est autant intéressé à la maîtrise des charges que les autres copropriétaires. Et les intérêts sont bien sûr alignés entre tous les copropriétaires, qu'ils soient bailleurs social ou n'importe lequel, et y compris le syndic professionnel. Donc voilà, si tout le monde marche dans la même direction, normalement les choses vont mieux. Donc concertation, pédagogie, s'impliquer, et puis aller tourner la pelouse par vous-même, ça vous fera faire des économies de charges. Bien résumé. Merci beaucoup, à bientôt.